Aujourd'hui, on va construire un ordinateur programmable avec le jeu de cartes Magic l'Assemblée. Un épisode un peu délire dont on va profiter pour revenir sur la notion de machine de Turing, le nom qu'on donne au modèle mathématique minimal de l'ordinateur programmable. Cette vidéo est chapitrée, n'hésitez pas à aller directement à la dernière partie si vous savez déjà ce qu'est une machine de Turing ou que vous êtes familier avec le jeu de cartes Magic l'Assemblée. Une machine de Turing, c'est une machine abstraite, composée de différentes parties. Une bande qu'on suppose infinie et dont vous pouvez remplir les cases avec des symboles. Il y a un nombre fini de symboles pour une machine de Turing donnée, on appelle ceci son alphabet. Sur cette bande, il y a un emplacement spécial marqué par un curseur. Notre machine vient également avec un autre ensemble fini d'éléments appelé état. À un instant donné, notre machine se trouve toujours dans un et un seul de ces états. Enfin, notre machine vient avec une table de transition qui vous décrit, en fonction du symbole sous votre curseur et de l'état dans lequel vous êtes, trois choses. Quel symbole écrire sur la bande au niveau du curseur, dans quel état passer, et si votre curseur se déplace d'une case vers la gauche ou d'une case vers la droite. Par exemple ici, on se trouve dans l'état 0 et on a le symbole B sous notre curseur. La table de transition nous dit que pour 0 et B, il faut écrire sur la bande le symbole A, passer dans l'état 2 et déplacer le curseur vers la droite. Et on recommence à appliquer les mêmes règles depuis cette nouvelle position. On a ici l'état 2 et le symbole A sous notre curseur. Notre table nous dit d'écrire le symbole étoile, de passer dans l'état 1 et de déplacer le curseur vers la gauche. Et on continue ainsi selon le même principe. À ce stade de la vidéo, vous devriez savoir comment définir une machine de Turing. On résume, il faut choisir un alphabet, c'est-à-dire un ensemble de symboles, un ensemble d'états et une table de transition, avec exactement la structure qu'on a vue, indiquant quoi écrire, dans quel état passer et si on déplace le curseur vers la gauche ou vers la droite. Pour pouvoir la faire tourner, vous remarquerez qu'il vous faut également choisir les symboles qui se trouvent au départ sur la bande, la position initiale du curseur et l'état dans lequel votre machine se trouve initialement. Avec tous ces éléments, la vie de votre machine devient déterminée et déterministe et vous devriez pouvoir la simuler avec un crayon et du papier. Le premier concept à retenir à propos des machines de Turing, c'est à chaque calcul, sa machine de Turing. Ce qu'on entend par calcul et ce que veut dire y faire correspondre une machine de Turing, c'est ce qu'on va voir maintenant. Le mot calcul est ici utilisé dans un sens très général. Par exemple, additionner 3 et 4 est un calcul. Déterminer le point symétrique d'un point par rapport à une droite est aussi un calcul. Et enfin, remplacer toutes les occurrences du mot Alice par le mot Bob dans un texte est aussi un calcul. Pour un calcul donné, on distingue généralement une partie fonction, comme ici l'addition, la symétrie, la substitution, et une partie donnée, comme ici les entiers 3 et 4, les coordonnées du point et de notre droite, le texte, le mot à remplacer et par quel mot le remplacer. Avoir une machine qui sait réaliser un calcul, c'est disposer de deux choses pour chaque calcul. La machine elle-même, bien définie, comme on l'a vu, avec son alphabet, ses états et sa table de transition, et une recette qui explique comment on peut coder et traduire les données sur sa bande. Prenons un exemple. On vous donne une machine de Turing qu'on prétend capable de réaliser une addition. Elle vient avec sa notice. Cette notice vous explique comment représenter sur sa bande les données, c'est-à-dire dans ce cas les nombres à ajouter. Par exemple, cette notice pourrait vous dire de mettre le premier nombre en binaire à gauche du curseur et le deuxième nombre en binaire à droite du curseur. Elle vous indique aussi dans quel état initialiser votre machine. Vous allez ensuite faire tourner cette machine de Turing en suivant les règles de sa table de transition. Elle va arriver dans un état spécial stop, une convention pour en arrêter la simulation et utiliser de nouveau la notice pour traduire ce qui est maintenant sur sa bande en résultat. Par exemple, cette notice pourrait vous dire que ce qui se trouve maintenant à gauche du curseur est le résultat de votre addition écrit en binaire. Et donc, quand on dit à chaque calcul sa machine de Turing, on veut dire que quel que soit le calcul, vous pourrez toujours trouver une machine de Turing qui sait le réaliser et qui viendra avec sa notice vous expliquant comment représenter les données sur sa bande et interpréter le résultat. L'exécution du calcul sera faite par la machine en suivant sa table de transition et un état spécial stop vous indiquera que le calcul est terminé. Il ne restera plus qu'à utiliser la notice pour traduire le contenu de cette bande en résultat.
À ce stade, vous devriez comprendre ce que ça veut dire à chaque calcul sa machine de Turing. Mais par contre, ça peut vous sembler étonnant. Vous avez compris ce que ça signifie, mais ne voyez pas pourquoi ça serait vrai. Pourquoi aurait-on systématiquement, quel que soit le calcul, la possibilité de le réaliser en codant ces données d'une certaine manière sur la bande d'une certaine machine de Turing, de laquelle on pourrait décoder cette bande après l'exécution pour avoir le résultat? Ce principe, c'est ce qu'on appelle la thèse de Church-Turing. Pour les plus curieux d'entre vous, j'ai ajouté en annexe, à la toute fin de la vidéo, 3 arguments pour tenter de vous en convaincre, ou au moins apercevoir pourquoi c'est vrai. Pour les autres, et pour le moment, on va juste admettre qu'à chaque calcul, sa machine de Turing. Donc ça, c'était le premier principe. Son côté positif, si vous voulez faire plusieurs additions, vous pouvez utiliser la même machine de Turing, mais juste bricoler son initialisation pour changer ses données. Son côté négatif, pour réaliser un autre type de calcul, vous devez changer de machine. Mais ce principe fondamental, à chaque calcul sa machine de Turing, il vient avec une conséquence assez vertigineuse lorsqu'on considère un calcul très particulier. Nous, on a vu ensemble que l'addition avec comme donnée deux nombres était un calcul, que la symétrie avec comme donnée les coordonnées d'un point et d'une droite était un calcul, mais exécuter une machine de Turing avec comme donnée sa description, sa table et son état initial, c'est aussi un calcul. Concentrez-vous bien, car c'est le moment un peu méta des travaux d'Alan Turing. D'une part, à chaque calcul, sa machine de Turing, et d'autre part, exécuter une machine de Turing donnée est un calcul. Et donc ça implique qu'il existe une machine de Turing capable de simuler n'importe quelle autre machine de Turing qu'on lui donnerait en tant que donnée. On appelle ceci une machine de Turing universelle, et on peut s'en servir pour effectuer n'importe quel calcul en ne la modifiant aucunement, juste en changeant ce qui est écrit au départ sur sa bande. Voici comment procéder. Imaginons que vous vouliez faire l'addition 3 plus 4. Vous savez qu'il existe une machine de Turing capable de le faire, qui vient avec sa notice pour le codage et décodage sur sa bande. Mais vous n'allez pas directement utiliser cette machine. Vous allez utiliser votre machine de Turing universelle, qui vient aussi avec sa notice, vous expliquant comment représenter sur sa bande à elle la machine correspondant à votre calcul. Pour cette machine de Turing universelle, la machine de Turing qui réalise votre calcul est une donnée, et son job, c'est de la simuler. Lorsque votre machine de Turing universelle tourne, elle est en fait en train d'émuler la machine qui réalise votre calcul. À un moment, votre machine de Turing universelle dira qu'elle a terminé, et vous allez décoder sa bande en suivant sa notice, pour savoir dans quel état se trouve la machine virtuelle qui réalise vraiment votre calcul. Puis décoder la bande de cette machine virtuelle selon sa notice à elle, pour avoir le résultat. L'intérêt de ce protocole complexe, c'est d'avoir une machine réellement automatique, ne nécessitant aucune modification, quel que soit le calcul qu'on souhaite lui faire faire. Vous allez pouvoir la réaliser avec des pièces physiques, et la seule chose que vous changerez, c'est le contenu de sa bande. Une partie de son contenu va décrire la logique, la machine de Turing virtuelle correspondant vraiment à votre calcul. Fournir ainsi les données et la logique sous forme de données, c'est la notion de programme. Vous êtes en train de programmer votre machine de Turing universelle. Quelques mots sur Magic. Magic est un jeu de cartes sur le thème de l'Heroic Fantasy qui a été créé en 1993 par Richard Garfield et qui depuis a bien évolué dans ses règles ainsi que dans son stock de cartes disponibles qui dépasse maintenant plus de 20 000 cartes différentes. À Magic, les joueurs s'affrontent au moyen d'un deck, c'est le nom qu'on donne à l'ensemble des cartes qui constituent leur pioche. Comme dans beaucoup d'autres jeux de cartes, les joueurs auront des cartes en main, certaines cartes produisent de la ressource, d'autres ont besoin de ressources pour être jouées, certaines cartes ont un effet instantané et d'autres restent sur le plateau. Une partie de Magic simpliste consiste à poser des ressources, les utiliser pour placer des créatures et attaquer l'adversaire avec jusqu'à ce que mort s'ensuive. Un des aspects qui fait la richesse du jeu, c'est la construction du deck, de votre pioche, où l'objectif est évidemment de sélectionner des cartes ayant une forte synergie. Avec les 20 000 cartes disponibles, la créativité thématique et technique n'a de limite que l'imagination. Et c'est là qu'intervient cette publication, qui décrit comment réaliser une machine de Turing avec des cartes Magic, ce qui vous donne une idée de la souplesse du jeu de nos jours. Qu'ont-ils fait concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire avoir réalisé une machine de Turing en cartes Magic? Ils ont réussi à mettre une partie de Magic entre deux joueurs dans un état où toutes les actions sont forcées et déterministes,
où plus aucun des joueurs n'a le moindre choix et ne peut influencer la partie, où ce qui se passe sur le plateau est simplement dicté par les règles et, on va le voir, correspond à l'exécution d'une machine de Turing. Pour la suite, je vais utiliser au maximum du langage courant plutôt que des termes techniques Magic, pour que même les gens qui ne connaissent pas le jeu puissent saisir les grands principes du fonctionnement de cette machine de Turing. Gardez en tête que le texte d'une carte est souvent assez clair pour comprendre ce qu'elle fait. N'hésitez donc pas à faire pause et à la lire. La première chose qu'on va regarder, c'est comment ils ont réussi à représenter les éléments les plus importants de la machine, à savoir la bande sur laquelle on peut écrire les symboles et la table de transition. Notre bande sera représentée par un ensemble de créatures posées sur la table. C'est le type de chacune de ces créatures qui représentera un symbole de l'alphabet de notre machine de Turing, comme par exemple elfe, orc ou démon. En temps normal, une créature c'est une carte qui a été jouée, mais à Magic, il existe d'autres mécanismes. Certaines cartes peuvent créer des créatures sur le plateau comme si elles avaient été jouées, et pour représenter ces créatures créées par des effets pendant le jeu, on utilise des jetons. Donc en résumé, la bande de notre machine de Turing sera représentée par des jetons créatures dont les types sont les symboles. Mais à Magic, les cartes posées sur la table n'ont pas de relation géographique. Il n'y a pas de carte à droite ou à gauche d'une autre, juste des cartes sur la table. Et ça c'est un problème si on veut représenter une bande. Heureusement, on peut le faire autrement. On peut utiliser la force et l'endurance des créatures comme des indices pour spécifier leur position sur la bande. Comme la force et l'endurance ça doit être positif, il faut distinguer la droite et la gauche par une astuce. À Magic, les cartes possèdent, en plus de leur type, une couleur. Et c'est ce qui sera utilisé. Ça donne quelque chose comme ceci. Par convention, notre curseur sera sur la créature de force 2 et d'endurance 2. La droite sera représentée par les créatures blanches, la gauche sera représentée par les créatures vertes, et leur force et endurance indiquent leur position sur la bande. Prenez le temps de vous convaincre que ce système à base de couleurs, de force et d'endurance, et de type, permet de bien représenter la bande d'une machine de Turing sans ambiguïté. Ensuite, il faut trouver comment modéliser nos règles de transition, et on va le faire ainsi. La carte Rotlung Reanimator agit comme une carte capable de réaliser des substitutions. Elle définit que lorsqu'une créature de type cléric meurt, on va mettre en jeu à la place un autre jeton créature 2/2 de couleur noire et de type zombie. Heureusement pour nous, il existe à Magic des cartes pouvant modifier le texte d'autres cartes en changeant un type par un autre ou en changeant les occurrences d'un nom de couleur par un autre. Il est donc possible d'avoir plusieurs fois la carte Rotlung Reanimator en jeu pour représenter notre ensemble de substitutions, en ayant réécrit chacune différemment pour qu'elle réagisse à la mort d'un type donné et y mette à la place un autre type donné, et soit la couleur verte, soit la couleur blanche. On verra plus tard que la couleur dans les règles de substitution est ce qui dictera un déplacement vers la droite ou un déplacement vers la gauche du curseur. Comme on l'a vu avant, dans notre machine de Turing, les règles de transition devraient normalement faire aussi intervenir la notion d'état. Mais on va laisser cela pour la fin, et pour le moment faire comme si notre machine de Turing n'avait qu'un seul état. Ce qui nous intéresse, c'est le déroulement de la machine une fois en place. Mais la publication pousse les choses plus loin. Elle va jusqu'à construire le deck de cartes qui permet de déplier cette machine. Ils ont construit la pioche qui, dès le premier tour, si vous piochez la bonne main, aura tout ce qu'il faut pour faire intégralement l'installation du plateau dans l'état pour simuler cette machine de Turing. En laissant bien sûr, pendant cette installation, le choix aux joueurs pour le contenu de la bande, pour qu'ils puissent programmer la machine à loisir. Et c'est lorsque cette installation est finie que le joueur qui a réalisé l'installation passe et que la partie rentre dans son état forcé. Vous pouvez voir cette phase d'installation dans la vidéo de Kyle Hill si vous êtes curieux. Nous, on va se focaliser sur le fonctionnement de la machine une fois installée. Avant de dérouler le fonctionnement de notre machine de Turing dans carte Magic, je dois dire quelques mots sur comment je compte présenter la chose. Je ne vais pas représenter sur le plateau toutes les cartes en jeu pour éviter de faire trop chargé. Je vais me focaliser sur les cartes ayant un rôle actif durant le fonctionnement de la machine. Mais il y a aussi beaucoup de cartes avec un rôle passif en jeu, par exemple Blazing Archon empêche les joueurs d'utiliser leurs créatures pour attaquer l'adversaire, Recycle empêche un joueur de perdre la partie lorsque sa pioche est vide. Enfin, un certain nombre de cartes sont là pour protéger les cartes qui constituent la machine, leur permettre de rester sur le plateau indéfiniment, de ne pas subir de dégâts. Et toutes ces cartes qui empêchent certaines actions et gardent la machine intacte, je vais les désigner par le terme de boîte à outils. On peut commencer. Voici l'état depuis lequel on va faire tourner notre machine de Turing réalisée en Magic. On reconnaît les jetons créatures utilisés pour symboliser la bande de notre machine de Turing,
et en haut à gauche la pile de cartes qui représente les transitions de la machine. Ne cherchez pas à comprendre quoi fait quoi pour le moment, juste tentez de bien mémoriser l'état du jeu. Ici c'est le tour d'Alice, en bas, qui vient de commencer. À ce stade, Alice a en main la carte Infest. Sa pioche contient dans l'ordre les cartes Cleansing Beam, Coalition Victory et Soul Snuffers. Normalement une pioche, c'est face cachée bien sûr, mais ici ça nous permettra de suivre ce qui se passe. Les jetons qui représentent la bande de notre machine de Turing sont contrôlés par Bob, à l'exception d'un seul contrôlé par Alice via la carte Illusory Gains. Souvenez-vous que le jeton 2-2 représente l'emplacement du curseur de notre machine de Turing. Pour le moment, je ne fais que vous décrire l'état initial de notre simulation, car on va ensuite dérouler la partie, et l'objectif c'est de réaliser l'équivalent d'un cycle de notre machine de Turing, c'est-à-dire de se retrouver dans un état similaire, mais où le jeton d'emplacement curseur de notre bande aura été lu, remplacé, et où notre curseur se sera déplacé d'un jeton vers la droite ou d'un jeton vers la gauche. C'est parti. Le tour d'Alice commence. La carte Wild Evocation s'active. Cette carte la force et lui permet de jouer la seule carte qu'elle a en main, Infest. L'effet d'Infest est de faire perdre jusqu'à la fin du tour 2 en force et 2 en endurance à toutes les créatures. La seule créature qui va réellement en souffrir est la 2 de jetons sur notre bande qui va mourir. N'oubliez pas que de nombreuses cartes dans la boîte à outils protègent les parties de la machine, comme Rotlung Reanimator par exemple qui est aussi une créature 2-2. À ce stade, Infest a joué son rôle et devrait aller dans le cimetière, mais la carte Wheel of Sun and Moon l'intercepte et la positionne au fond de la pioche à la place. La mort du jeton 2-2 d'un certain type va déclencher exactement un de nos Rotlung Reanimator qui va positionner à sa place un autre jeton 2-2 potentiellement d'un autre type et soit vert soit blanc, ce qui vous verrez plus tard sera responsable du déplacement vers la gauche ou vers la droite du curseur. L'arrivée en jeu de ce nouveau jeton va déclencher Illusory Gains, qui va rendre le contrôle du jeton qu'il avait et prendre le contrôle de ce nouveau jeton. À ce stade, c'est le moment pour Alice de piocher. En temps normal, c'est après cela qu'elle devrait vraiment faire des choix et jouer, mais elle n'aura pas les ressources pour jouer sa carte en main, et beaucoup de cartes de la boîte à outils l'empêchent de faire les quelques actions envisageables comme simplement attaquer avec ses créatures. Et donc, après avoir pioché cette carte, Alice ne peut rien faire d'autre que finir son tour. C'est maintenant le tour de Bob, il n'a rien en main, rien dans sa pioche, la boîte à outils va juste faire ce qui est nécessaire pour l'empêcher de perdre la partie et faire les quelques actions qu'il pourrait envisager, comme attaquer. Au bilan, Bob ne fait rien pendant son tour, et ça sera toujours ainsi. Deuxième tour d'Alice. Comme pour le premier tour, la carte Wild Evocation l'oblige et lui permet de jouer la seule carte qu'elle a en main, Cleansing Beam. Par rapport à Infest, cette carte a une particularité. Elle nécessite qu'Alice choisisse la cible. Mais la boîte à outils intervient pour assurer que la seule cible valide soit le jeton de la bande sous son contrôle. Et donc, contrainte, c'est ce qu'Alice fait. Elle joue Cleansing Beam sur ce jeton. La créature ciblée subit 2 dégâts ainsi que toutes les créatures partageant une couleur avec elle. Cleansing Beam, qui devrait aller au cimetière, est intercepté par Wheel of Sun and Moon qui la remet en bas de pioche à la place. Les dégâts infligés à nos jetons créatures déclenchent Vigor, chez Alice et chez Bob, qui remplacent ces dégâts par 2 points de plus en force et en endurance. Alice pioche, ne peut rien faire pendant la fin de son tour, elle passe. C'est le tour de Bob qui ne peut rien faire non plus, il passe. Alice entame son 3e tour, qui démarre comme les autres par Wild Evocation, la forçant à jouer sa carte. C'est la carte Coalition Victory qui déclare que sous certaines conditions, la partie s'arrête et que vous l'avez gagnée. La seule chose que vous devez savoir, c'est que les conditions ne sont pas réunies, et donc la carte n'a pas d'effet, et Wheel of Sun and Moon la remet en bas de pioche. À quoi peut bien servir cette étape ? Eh bien la seule chose qui manque pour qu'Alice soit dans les conditions de victoire indiquées par la carte, c'est qu'elle possède une créature bleue. Ainsi vous comprenez que si le jeton qu'elle possède avait été bleu, elle aurait gagné. Ça donne donc la possibilité à notre dispositif, si les règles de transition créent un jeton bleu, de mettre fin à la partie, ce qu'on peut interpréter comme le signal stop de notre machine de Turing. Mais en dehors de ce cas particulier, ce 3e tour ne fait rien, et donc Alice pioche la carte Soul Snuffers, et ne pouvant rien faire pendant la fin de son tour comme d'habitude, elle passe. Bob ne peut rien faire, il passe. Alice entame le 4e et dernier tour de notre cycle. Comme à l'habitude, Wild Evocation la contraint et l'autorise à jouer sa seule carte en main, Soul Snuffers. En arrivant en jeu, cette carte fait perdre 1 de force et d'endurance à toutes les créatures, à tous les jetons représentant la bande de notre machine de Turing. Soul Snuffers est cependant différente des cartes précédemment jouées. C'est une créature,
et une créature devrait rester sur le plateau. Mais il y a une astuce. La présence de la carte Dread of Night en 2 exemplaires est réécrite pour cibler les créatures noires. Ce qui fait qu'en arrivant en jeu, Soul Snuffers a déjà -2 en force et en endurance, et en se mettant -1 à lui-même, il commet son suicide. Ce qui permet à la carte d'aller normalement au cimetière, mais ici d'être comme d'habitude interceptée par Wheel of Sun and Moon pour être remise en bas de pioche. Alice pioche la carte Infest, n'a plus rien à faire dans son tour, Bob n'a rien à faire dans son tour, et c'est le tour d'Alice. Et ici on a achevé un cycle complet de notre machine de Turing en Magic. C'est le même moment du jeu, début du tour d'Alice, elle a la même carte en main, Infest, sa pioche est dans le même ordre, Cleansing Beam, Coalition Victory et Soul Snuffers, et elle a un jeton créature autre que le 2-2 contrôlé par Illusory Gains. La seule chose qui a changé, c'est le type du jeton précédemment 2-2, représentant notre curseur, et que notre curseur 2-2 actuel est maintenant à sa gauche, car les indices des cartes ont changé. Aucun des joueurs n'a eu le moindre choix, la partie se déroule d'elle-même de manière totalement déterministe et forcée, et son déroulement correspond bien à l'exécution d'une machine de Turing. Ici, c'est le moment de tester si vous suivez bien. Ceux qui sont bien concentrés auront repéré qu'il manque un truc. On n'a pas encore parlé d'état. Tout se passe comme si la machine de Turing qu'on a réalisée n'avait qu'un seul état. Mais nos astucieux chercheurs ont fait le choix de construire une machine de Turing universelle, histoire de bien démontrer qu'on pouvait utiliser un paquet de cartes Magic pour calculer virtuellement ce qu'on veut. Ainsi, ils nous fournissent la table de transition. Elle comporte 18 symboles et 2 états. Ce qu'il nous reste à voir, c'est comment ils ont géré ce système à 2 états. Pour gérer ces 2 états, il n'y a pas qu'une pile de Rotlung Reanimator customisée, mais 2. On donne à toutes ces cartes une propriété nommée Phasing. C'est une propriété qui fait qu'un tour sur 2, la carte qui l'a est traitée comme si elle n'existait pas. Au début du cycle qu'on a simulé, une de ces 2 piles est en phase, les cartes se comportent normalement, et l'autre pile est hors phase. À ce tour, les cartes sont traitées comme si elles n'existaient pas. Souvenez-vous qu'un cycle de notre machine de Turing se déroule en 4 tours, que j'ai représenté ici par l'état de la pioche et de la carte en main chez Alice. Donc concrètement, vous voyez ici que c'est la pile A de transition qui est active au premier tour d'Alice, c'est le tour qui utilise ces cartes de transition. Après les 4 tours, un cycle, ce sera la même pile en phase et donc les mêmes règles de transition. Il nous faut un autre ingrédient. Ces 2 piles ne contiennent pas que des Rotlung Reanimator, mais aussi des Xathrid Necromancer qui font strictement la même chose que les Rotlung à une petite différence près. Le jeton qu'ils créent en remplacement de celui qui meurt arrive en jeu engagé. Ce qui a pour effet qu'au deuxième tour d'Alice, la première chose qui sera faite, c'est le dégagement de ce jeton. Alice a en jeu la carte Mesmeric Orb, qui est celle qui va réagir à cet événement. Lorsque quelque chose se dégage chez Alice, cette carte stipule qu'elle doit prendre la première carte de sa pioche et la mettre au cimetière. Mais en pratique, elle sera remise en bas de pioche, car souvenez-vous, les cartes qui meurent sont récupérées par Wheel of Sun and Moon. Au bilan, l'effet de tout ceci, c'est que lorsqu'on a utilisé le Xathrid à la place du Rotlung, ça se passe comme si Alice sautait son 3e tour, où elle joue normalement Coalition Victory. Ce qui veut dire qu'un cycle complet de notre machine prend avec le Xathrid 3 tours, et qu'à l'issue de ces 3 tours, on utilise maintenant la pile B comme règle de transition. Notre machine de Turing en carte à jouer, c'est changer d'état. Vous venez de voir comment concevoir un ordinateur programmable avec un jeu de cartes. Et c'est très probablement le seul exemple, tout jeu de plateau confondu, pour lequel on sait que c'est possible. Alors qu'est-ce que ça nous dit, mis à part être fun et, je pense, au paroxysme de la geekitude? Ça nous montre la puissance des modèles abstraits. La machine de Turing, c'est un modèle abstrait, et ce qu'une telle construction illustre, c'est à quel point un modèle abstrait est détaché de la manière dont on le réalise. Ce qui est important, c'est que dès que vous trouverez des éléments que vous arrivez à faire se comporter comme les parties de votre modèle abstrait, alors vous pouvez le réaliser. Ça souligne que pour faire un ordinateur programmable, vous n'avez pas forcément besoin d'électricité. Ça pourrait être fait à base d'engrenages alimentés par de la vapeur ou avoir un système de pompe et de bassines alimenté par une rivière. Si vous arrivez à construire ce qu'il faut pour coller au comportement de votre machine de Turing abstraite, vous en aurez une réalisation concrète capable de réaliser à votre place n'importe quel calcul. Vous aurez un ordinateur programmable.
Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère que le sujet vous aura plu. Vous trouverez différents liens dans la description, y compris la publication qui réalise cette machine de Turing. Elle est bourrée de petits détails rigolos, comme la gestion de la fin de bande, où un mécanisme spécial viendra ajouter des jetons pour correctement se comporter comme si la bande était infinie. Ils ont vraiment pensé à tout. N'hésitez pas à partager cet épisode dans le microcosme très particulier des gens à qui ça peut plaire, ou à soutenir la chaîne directement sur Tipeee, Twitter et Facebook. Pour vous convaincre qu'à chaque calcul sa machine de Turing, le plus simple est sans doute de tenter par vous-même de construire une machine réalisant un calcul simple. Je vais vous donner 3 astuces pour avoir une idée de comment vous y prendre. Un calcul donné se décompose généralement en différentes étapes, et une étape donnée peut aussi parfois se décomposer récursivement en d'autres étapes. Un bon point de départ consiste à voir toutes les feuilles de cet arbre d'étapes comme ce qui formera les étapes de votre machine. Dans la conception de votre machine de Turing, vous pouvez rencontrer un premier problème, celui de marquer un endroit particulier sur la bande pour faire autre chose puis pouvoir y revenir, pouvoir l'identifier. Eh bien c'est en fait assez facile, ça revient simplement à ajouter des symboles. Si vos symboles sont initialement les lettres A et B et que vous aimeriez marquer d'une étoile un emplacement sur la bande, ceci revient simplement à y adjoindre les symboles A étoile et B étoile. Un autre problème que vous pouvez avoir, c'est comment transporter de l'information d'un emplacement de la bande à un autre. Imaginez que pendant tout un mouvement sur la bande, vous soyez dans l'état balade, et vous aimeriez avoir en plus une mémoire pour y mettre simplement un bit d'information, 0 ou 1. Eh bien ça revient simplement à faire 2 états, l'état balade avec un 0 et l'état balade avec un 1. Ça ne transporte pas une grande quantité d'informations, mais rien n'empêche de faire plusieurs allers-retours pour des besoins plus lourds. Avec ces 3 astuces en main, vous ne devriez n'avoir besoin que de temps pour réaliser une machine de Turing réalisant un calcul simple. Je vous invite à tenter de construire celle qui réalise la somme de 2 nombres entiers en stipulant que les données et le résultat sont écrits en binaire sur la bande. Il ne reste qu'à trouver vos états, l'ensemble des symboles qui vous sont nécessaires et la table de transition. Vous pouvez faire un tour sur turingmachine.io pour simuler votre création, c'est plus agréable qu'à la main. Pour une ébauche d'une machine de Turing universelle, notamment la décomposition de son travail en étapes, je vous invite à consulter l'ancienne vidéo de la chaîne sur la machine de Turing.